Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Salut à tous, depuis que l'homme a commencé à dessiner, il a représenté des choses étranges. Quelles sont ces choses? Sont-elles des machines venues d'ailleurs? Les ovnis du passé, c'est aujourd'hui sur BTLV avec David Gallet. Salut David. Salut Bob, merci de me recevoir. Et c'est ce que je disais dans mon introduction, c'est que l'homme a vu des choses dans le ciel. C'est assez étrange, c'est mystérieux, mais qu'est-ce que c'est? À partir de quand, même si j'étais un peu provocateur en disant que dès que l'homme a commencé à dessiner, il a représenté des choses, mais est-ce que finalement je suis pas si loin de la vérité? C'est difficile parce qu'en fait, on peut interpréter, comme on l'a montré dans le documentaire, beaucoup de choses. C'est-à-dire que il y a effectivement des dessins qu'on va retrouver dans des grottes préhistoriques qui, pour les fans d'ufologie, vont être interprétables comme étant des personnages venus de l'espace ou je ne sais quoi. C'est de la pure interprétation. Donc c'est très compliqué. Et en plus de ça, il faut faire très attention aussi au fait qu'on, nous, avec notre culture d'aujourd'hui, on va interpréter des choses. Par exemple, si on parle, dans le documentaire, on en parle d'ailleurs, les tapisseries de Beaune. C'est donc à la collégiale Notre-Dame de Beaune. On voit effectivement ces histoires de soucoupes volantes sur les tapisseries. Alors quand on va voir sur place, on est assez sidéré parce qu'on se dit mais pourquoi ils ont présenté ça? Parce qu'on voit bien qu'ils représentent un château de manière tout à fait normale. Les nuages d'ailleurs aussi sont normaux. Il y a des personnages, il y a tout un tas de choses. Donc on voit bien que sur cette tapisserie-là ou sur ces tapisseries, parce qu'il y en a un paquet, en tout cas il y a deux ovnis entre guillemets qui sont représentés sur ces tapisseries. On se demande s'ils n'auraient pas par hasard tenter de représenter quelque chose qu'ils auraient vu dans le ciel. Alors qu'en fait, une fois qu'on voit sur place, on s'aperçoit assez vite que les tapisseries étaient financées. Elles étaient financées notamment par des religieux et quand on n'avait plus la place de représenter ces personnages-là, eh bien on les symbolisait et en l'occurrence, ces soucoupes volantes ne sont simplement que des chapeaux de cardinaux. Donc en fait, on voit un chapeau de cardinal dans le ciel. C'est là qu'il faut faire très attention à l'interprétation. Maintenant, il y a évidemment d'autres cas qui posent beaucoup de soucis, enfin de problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est incapable, là pour le coup, d'interpréter vraiment ce qu'ils ont pu voir dans le passé. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il ne faut pas se laisser embarquer par ce que l'on veut y voir dans toutes ces représentations, parce que quand on est fan d'ufologie, on peut se laisser embarquer et voir des ovnis partout. C'est d'ailleurs un peu le cas dans la série Alien Theory que je prends plaisir à regarder en ce moment pendant que je fais mon sport, et je m'aperçois que tout est sujet à interprétation ovniesque. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer d'être plus rationnel et de comprendre un petit peu ce sujet qui est un peu compliqué. Malgré tout, il y a quelque chose que Jean-Claude Bourret dit dans la bande-annonce, c'est que au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a pas de satellite. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est il y a des choses que nous aujourd'hui on peut prendre pour des ovnis parce qu'il y a tellement de choses qui croisent dans le ciel. Sauf qu'à l'époque, le ciel était plutôt pur. Voilà, c'est l'intérêt d'ailleurs d'aller fouiller dans le passé pour savoir s'il y a eu effectivement des représentations, enfin des phénomènes qui sont produits et qui ont interpellé vraiment la population de l'époque. Alors effectivement, il n'y avait pas de satellite, mais il n'y avait pas non plus de ballons sondes, il n'y avait pas non plus de fusées, d'avions, de tout ce qu'on veut. En fait, dans le ciel, il y avait pratiquement que des événements naturels. Alors, ils étaient astronomiques ou ils étaient aériens. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu des phénomènes aériens absolument extraordinaires dans le passé, mais qui aujourd'hui sont compréhensible en l'expliquant par des phénomènes tout à fait naturels. Par exemple, l'explosion dans le ciel alors pas d'une galaxie du tout, hein, mais d'une supernova, va créer au Moyen-Âge un phénomène incroyable. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir pratiquement, alors ils lisaient pas trop, en tout cas pas beaucoup à cette époque-là, mais ils vont pouvoir lire en pleine nuit. C'est-à-dire qu'en fait, c'était très très éclairé. Ils se sont produits au fait des phénomènes dans le ciel qui sont extraordinaires, mais qui sont explicables là aussi par des phénomènes météorologiques, des phénomènes astronomiques ou éventuellement déjà à l'époque de mauvaises interprétations, on va dire de foudre en boule ou de choses comme ça, quoi. Alors, ce qui est intéressant Par aussi, contre, quand on commence à regarder un petit peu l'histoire du monde et la mythologie, etc., c'est qu'on parle sans cesse de dieux venus du ciel, de chariots de feu, de choses qui descendent. C'est-à-dire que ce soit représenté, en peinture, en dessin, ou dans les écritures, c'est incroyable qu'il y ait toujours eu ce regard vers le ciel
et des choses étranges. D'ailleurs, il suffit d'aller dans une église, c'est quand même hallucinant, parce qu'on n'a que des gens qui sont en l'air. C'est-à-dire que tu vois, les vitraux, ce sont des anges qui sont en l'air. C'est ce rapport avec ces dieux qui viennent du ciel. On se demande si finalement Dieu est extraterrestre ou si les extraterrestres ont inventé Dieu. Alors, oui, c'est vrai que il faut s'imaginer plusieurs choses. Déjà, dans le passé, pas si lointain, il y a une centaine d'années, 150 ans, on va dire, on voyait quand même le ciel beaucoup mieux qu'aujourd'hui, puisqu'on a une pollution lumineuse qui nous empêche de voir. Si on est à Paris, on voit le soir au mieux une trentaine d'étoiles. Si vous êtes en pleine campagne, vous pouvez en compter, on va dire, 5 ou 600. À l'époque, l'œil humain pouvait en percevoir beaucoup, beaucoup plus. C'était très impressionnant. Donc, on le voit encore dans les déserts et des choses comme ça. Donc, ça interpellé parce que c'était une vraie énigme. On avait accès au sol, on avait accès au souterrain, et toutes ces choses-là qui quand même sont des endroits particulièrement sombres et assez terrifiants. Donc pour eux, globalement, le mal, alors que c'est la terre qui les nourrissait, mais enfin, et qui nous nourrit toujours d'ailleurs. Le mal venait du sous-sol, des profondeurs de la terre, et tout ce qui était magique venait du ciel. Mais ça se comprend parce que quand on regardait le ciel, et quand on le regarde encore aujourd'hui, on se pose des questions, on voit des choses extraordinaires. Déjà, même la Lune devait franchement leur poser beaucoup de questions. Je parle du peuple, parce que c'est vrai qu'il y a eu des érudits à toutes les époques, que ce soit les Égyptiens, les Romains, etc., qui avaient à peu près compris le concept, mais pour le peuple, c'était quand même vraiment tout à fait extraordinaire. Et en plus de ça, si on y mêle les histoires religieuses, la religion, finalement, c'est calqué là-dessus. On a inventé, entre guillemets, des histoires pour pouvoir expliquer la magie de ce qu'on voyait dans le ciel et au-delà. Ce qui est intéressant dans le documentaire que tu as réalisé, quand on commence à se pencher sur les ovnis du passé, c'est qu'il y en a partout. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'en France, bien au-delà. Il y en a en Allemagne, il y en a dans les pays de l'Est, il y en a partout. Ah oui, oui, alors il y a vraiment ces phénomènes-là, c'est au Japon, c'est en Australie, c'est absolument partout. Et c'est étonnant en fait. Mais encore une fois qu'on fait le ménage, et c'est un ménage, c'est un vrai travail en fait. Faut avoir l'aide évidemment d'historiens, de spécialistes, de météorologues, d'astronomes, de tout ce qu'on veut. Enfin, vraiment des spécialistes qui vont vraiment dégager, nettoyer la place. Et quand la place est nettoyée, 95% des histoires qu'on a entendues ont disparu malheureusement. Alors ça m'a déçu sur certaines histoires qui étaient quand même très célèbres et qui le sont d'ailleurs toujours sur Internet, mais les 5% qui restent, c'est quand même sidérant. C'est-à-dire que là, vraiment, on est face à des cas où on se dit, bon, ces gens-là ont vu quelque chose dans le ciel, probablement, alors là c'est une interprétation, mais probablement une technologie qui les dépassait de très très loin. Et qui nous dépasse d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc ça, oui, c'est assez sidérant. Mais on n'a pas la preuve ultime, parce que l'idée de ce documentaire, c'était de trouver la preuve ultime, de dire, voilà, on a des écrits, plusieurs écrits qui se recoupent, on voit bien que c'était pas une invention, on a beaucoup de témoignages, et à une époque, eh bien, il s'est passé quelque chose qui n'est pas d'ordre naturel, pas astronomique, enfin, qui est obligatoirement quelque chose a priori en tout cas de technologique, et une technologie qui ne pouvait pas exister à l'époque. C'était ça le but de ce documentaire. On s'en est approché, mais on n'a pas trouvé le truc. Mais malheureusement, je suis tenté de te dire qu'on va avoir du mal à trouver le truc. C'est-à-dire que moi, plus j'avance sur ce dossier, moins j'ai de réponses. Mais dans tous les cas, avec toi, on va essayer de toute façon de donner quelques pistes d'interrogation, de réflexion à ceux qui nous regardent. Et on va continuer avec un autre document que tu nous as permis d'avoir. C'est une autre représentation à Dekani, je crois que c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est au monastère de Dekani, c'est au Kosovo. En fait, c'est pas très loin de la frontière albanaise. C'est un monastère qui est, on va dire, est en position délicate. En tout cas, il y a des peintures assez célèbres maintenant dans ce monastère qui elles ont été découvertes par pas mal d'auteurs, notamment Guy Tarade. Et donc, on parlait effectivement de vaisseaux qui étaient pilotés de l'intérieur. Alors, les photos de l'époque étaient d'assez mauvaise qualité. Alors, on pensait par exemple qu'il y avait un manche. Vous voyez ce personnage dans cette espèce de bulle bizarre qui donc vole, c'est vraiment dans le ciel. Alors évidemment, on pourrait immédiatement interpréter ça comme étant quelque chose qui est en relation avec une sorte de vaisseau spatial. Il y en a deux en plus. Il y en a un qui est en sens opposé quelque part, qui est plutôt rougeoyant et l'autre qui est plutôt assez blanc. Donc effectivement, on pourrait très facilement interpréter ça comme ce qu'ont fait d'ailleurs les auteurs de l'époque en disant bah voilà, on a la preuve que il y avait des pilotes de vaisseaux aériens dans le passé. Non, effectivement, c'est pas du tout le cas, puisque quand on enquête, on se rend compte que des représentations de ce type, il y en a pas mal. Ça représente en fait la Lune et le Soleil, et on avait l'habitude, comme nous quand on était enfant, de mettre un visage dans la Lune et dans le Soleil. Alors on mettait des fois plus que on incarnait quasiment la Lune et le Soleil.
Et c'était une représentation religieuse. Alors c'est vrai que dans l'iconographie orthodoxe, hein, puisque là on est dans un monastère orthodoxe, bon, c'est pas fréquent de comment dire, de mettre des personnages à ce point-là assis dans une sorte de bulle qui vole. Bon, ça c'est vrai que c'est un petit peu intriguant, mais bon, on est quand même très très près de cette comment dire, du respect de la charte iconographique des orthodoxes. Donc il n'y a pas de surprise. On a la lune et le soleil. C'est juste que bon, c'est incarné à une époque où c'était peut-être un peu à la mode, où l'artiste a un petit peu déliré, mais légèrement hein, par rapport à ce qui se fait d'habitude. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se demande si on va pas avoir la réponse sur ces ovnis du passé par les historiens de l'art ou les religieux, tout simplement. Alors, bon, encore une fois, les textes religieux qu'on peut avoir aujourd'hui, on pense à, par exemple à un morceau de la Bible qui va traiter d'Ézéchiel, on en parle dans le documentaire, c'est-à-dire effectivement une sorte de machine qui va descendre du ciel, qui va se présenter avec des êtres qu'on va considérer comme étant des animaux, mais alors qui marchent, hein, qui sont on dit des bêtes ou des animaux parce que bah, tout simplement on reconnaît pas des humains hein, là-dedans. Donc ça c'est vraiment effectivement assez étonnant. Alors c'est interprétable encore une fois. Qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur de l'époque? Ça on n'en sait strictement rien. Est-ce que c'est en relation avec d'autres croyances de l'époque? C'est très difficile à dire. Très très difficile à dire. Surtout quand ça remonte vraiment à plusieurs millénaires en arrière. Là, c'est extrêmement complexe. On peut confondre aussi pas mal de choses. On a par exemple ce genre de choses. Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai dû vous envoyer la photo. Elle sera de meilleure qualité, effectivement. Ça, ce sont des feux d'artifice. On a du mal à imaginer qu'au XVIIe siècle, on a vu arriver en fait les feux d'artifice pour les populations. Alors pour les nobles, pour toute la comment dire. Tous ceux qui avaient les moyens de voir ça, il n'y avait pas de problème. Mais dans les campagnes aux alentours, on savait pas du tout ce que c'était. Imaginez un feu d'artifice, il n'y avait pas de couleur, hein, c'était plutôt assez blanchâtre. Mais quand même, quand on voyait ça dans le secteur, évidemment que ça faisait parler et évidemment que les journaux, déjà à l'époque, ce qu'on appelait des canards, relataient ces événements en disant c'était extraordinaire. Ils en remettaient des couches parce que c'était des on-dit. C'est-à-dire, on racontait que on avait vu une boule de lumière, puis 15 boules de lumière se combattre avec des gisements, enfin des jaillissements d'étincelles dans le ciel et ainsi de suite. Ça donne un discours qui, si on n'a pas l'idée de se dire que c'était un feu d'artifice, et de chercher, surtout dans l'histoire, s'il n'y avait pas eu un feu d'artifice possible, bah, du coup, on peut interpréter ça comme quelque chose d'extraordinaire dans le ciel que certains vont rapporter aux ovnis. Et là, c'est encore une fois pas le cas. Ça me fait penser aux premiers qu'on vu peut-être en France ou en Europe, les lanternes thaïlandaises, parce qu'effectivement, la première fois que tu vois ça, j'ai failli me faire avoir en Thaïlande. On a fait, en fait, j'ai pas failli me faire avoir. J'ai lancé moi-même avec ma femme et mes enfants des lanternes thaï, et à un moment donné, ça a formé un triangle parfait. Je m'étais dit que si je filmais ce truc à ce moment-là, tout se déplaçait à la même vitesse, ça peut très bien être pris pour un objet volant non identifié. Donc on peut imaginer que effectivement ces feux d'artifice aient provoqué la même stupeur que moi quand j'ai regardé ces trois lanternes taille qui étaient bien les unes à côté des autres. Alors, je voudrais qu'on parle d'un film finalement, parce qu'on parle de l'étonnement. Il y a un film qui m'a étonné, c'est Cowboys and Aliens. Je sais pas si tu as vu ce film quand même, et parce que je trouve que ça montre bien toute finalement l'interrogation que devaient avoir les gens à une époque où il n'y avait pas cette technologie. Il n'y avait pas la technologie, il y avait surtout pas la culture. Nous, on a une culture de ça. On voit un truc dans le ciel bizarre, immédiatement, dans notre culture, on se dit c'est des extraterrestres. Hein, je caricature, mais globalement, c'est ça. Peut-être que dans 100 ans, on aura d'autres hypothèses qui plairont beaucoup plus et la culture sera différente. Ça sera peut-être effectivement un signe d'une technologie avancée issue d'une civilisation disparue depuis 3 millions d'années. Enfin, voilà, on l'interprétera différent. À cette époque, à l'époque des cow-boys, donc 19e siècle, j'imagine bien que ça doit être compliqué. Pour eux, ils sont encore dans la religion, mais ils sont aussi... on commence quand même au 19e, enfin on commence à avoir des technologies, hein. Il y a des ballons, il y a tout un tas de choses qui commencent à se développer. Donc oui, on va commencer à parler de ce genre de choses, mais ouais, c'est assez rigolo l'interprétation qu'on peut en faire. Et alors du coup, retrouver dans les archives des textes volontairement, avec la volonté de dire que c'était des ovnis, c'est encore plus rigolo, parce qu'on le fait encore une fois avec notre culture d'aujourd'hui, quoi. Alors, on va passer à un tableau qui est assez étonnant parce qu'on parlait tout à l'heure de relations entre
le mysticisme et l'ufologie, la religion et ces extraterrestres, ces dieux venus d'ailleurs. D'ailleurs, quand on commence à travailler sur les anciens astronautes, je sais qu'Anton Parks a travaillé énormément là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut voir dans les textes sumériens, etc., des choses qui sont assez étranges. Après, où commence la mythologie, où s'arrête-t-elle, où est la réalité, c'est toute l'ambiguïté de tout cela. Il y a beaucoup de textes qui sont truffés de symboles. Est-ce que ces symboles représentent véritablement des entités ou des machines, ou est-ce que ce ne sont que des symboles et elles représentent autre chose? Dans tous les cas, il y a le tableau avec la Vierge et l'OVNI. Ce tableau, il a fait beaucoup parler. On va le regarder et j'aimerais que tu nous le commentes. Alors, ce tableau, donc, qui s'appelle La Vierge à l'enfant, qui est vraiment une représentation finalement assez basique de ce qu'on a l'habitude de voir. Il est en fait à Florence, au Palazzo Vecchio, et je suis allé le voir évidemment parce que j'en avais quand même entendu largement parler. Il a l'air petit comme ça, il est quand même plus grand que ce qu'on imagine. Et effectivement, alors on voit sur ce tableau quelque chose qui, moi, m'a impressionné quand même quand je l'avais découvert pour la première fois, c'est-à-dire effectivement quelque chose dans le ciel. Il faut savoir qu'il y a deux choses dans le ciel, hein. Il y a une sorte de boule lumineuse à gauche de la Vierge et à droite, ce qu'on voit plus en détail. Alors là, vraiment, ce qu'on pourrait dire une soucoupe, quoi, une espèce de soucoupe volante, c'est-à-dire avec tout un tas de choses qui représentent la lumière quelque part autour, un espèce de halo de lumière autour de ce truc assez bizarre. Et puis on voit aussi sur la peinture effectivement un personnage, une sorte de berger, avec son chien qui va observer assez clairement, le chien d'ailleurs aussi, l'objet en question. Alors, il y a une interprétation religieuse là-dessus qui est tout à fait normale, c'est-à-dire que bon, dans les textes religieux, on parle en fait du Saint-Esprit qui va descendre sur l'enfant Jésus, qu'on voit à l'image avec Saint Jean-Baptiste. Voilà, bon, on trouve d'ailleurs au Palazzo Vecchio d'autres tableaux de ce type, hein. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Là, l'originalité de ce tableau, c'est que, on va dire que en fait, il y a déjà le Saint-Esprit qui est représenté sur la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, on voit effectivement une sorte de boule de lumière sur la gauche de la Vierge et on se dit c'est ça le Saint-Esprit. Alors c'est quoi à droite? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé. J'ai pas eu la solution, même si j'ai discuté avec des historiens de l'art qui m'ont dit bon, c'est une représentation tout à fait religieuse et dans les canons de l'Église, on va dire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que bon, l'artiste a peut-être un petit peu exagéré la chose, et du coup, on a un peu de mal à le comprendre aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est quand même un tableau qui reste encore un peu énigmatique aujourd'hui, même s'il a été étudié par beaucoup. On peut le trouver sur Internet, étudié par des historiens de l'art, notamment des Italiens, qui disent qu'il n'y a rien de spécial dans ce tableau. Mais quand on le regarde et quand on est tout près, alors le plus drôle dans l'histoire pour l'anecdote, quand j'étais au Palazzo Vecchio, le gardien qui était avec nous, on était très peu nombreux à regarder ce tableau-là, mais au bout d'un moment, il voyait que je m'y intéressais de très près. Et vous savez que c'est un ovni qu'on voit là-dessus. C'est une soucoupe volante et il avait dû voir passer des gens qui lui avaient expliqué en long et en large pourquoi c'était un ovni, et lui en était absolument convaincu, et du coup eh bien le personnage qui gardait la salle eh bien s'amusait à donner ces informations ufologiques à tous les visiteurs, donc j'imagine que ça doit entretenir beaucoup le mythe, quoi. En même temps, tu parlais du Saint-Esprit, ça peut être aussi le pendant, ça peut être le démon, parce que comme c'est assez sombre, cette représentation, on peut imaginer que l'artiste a voulu montrer le côté lumineux du Saint-Esprit, le côté un peu plus sombre, la dualité dans tout cela. Mais bon, ça c'est mon interprétation à moi, et peut-être même celle de l'artiste, mais on ne le saura jamais. Il y a quand même les historiens qui travaillent là-dessus, sur ces gravures, sur ces représentations. Et puis il y a tous les textes, hein. Effectivement, les textes aussi sont assez évocateurs de ces dieux venus du ciel. C'est toujours ce qui nous fait fantasmer, etc. Quel rapport tu as avec ces textes-là? Est-ce que pour toi, tous les textes qui mentionnent les dieux venus du ciel, il faut les prendre aussi avec des pincettes? C'est compliqué. Si on croit aux dieux venus du ciel et qu'on l'interprète comme étant des extraterrestres, pourquoi pas le Père Noël? C'est-à-dire que si vraiment on est assez inculte, je dis pas ça méchamment, hein, mais je l'étais aussi, hein, vraiment basiquement. Quand on n'a pas la culture, on va interpréter ça avec des moyens qui nous sont facilement accessibles. Le Père Noël n'est pas un extraterrestre, même si quand même c'est bizarre, parce qu'on explique quand même que c'est un type qui ressemble pas à grand-chose, qui est habillé tout de rouge, qui se promène avec un char lumineux traîné par des animaux
on n'a pas trop l'habitude de voir dans l'Europe du Sud, par exemple, ou encore moins au Japon. C'est très bizarre tout ça. Donc oui, peut-être que dans 400 ans, on va interpréter ça comme étant une croyance qui était issue peut-être d'une vraie vision d'un ovni, mais c'est pas le cas. Alors des histoires de Dieu qui viennent du ciel, tout ça, tu parlais tout à l'heure des Sumériens, c'est super intéressant, effectivement. Les Sumériens, dans leurs textes, déjà, c'est compliqué l'histoire sumérienne, mais on a l'impression qu'ils sont issus de nulle part. Les types inventent tout en quelques décennies, c'est incroyable. Ils inventent l'architecture, les mathématiques, l'écriture, l'irrigation. C'est un truc de fou. On a l'impression que la civilisation émerge comme ça. Alors c'est encore une fois, c'est une impression, parce qu'évidemment, ça va se faire pas sur 10 ans, mais sur de très nombreuses années, qu'il y a évidemment des épisodes avant, avec des petites poches comme ça. Ce sont des idées. Les idées, c'est mieux qu'un virus, hein. Ça peut se disperser très très vite, et puis ça peut provoquer de très grands changements. C'est ça la clé du truc. Ce sont des idées. Alors, ce sont des idées à l'époque qui ont développé une civilisation, mais qu'on va interpréter aujourd'hui comme étant le fruit d'une donation des extraterrestres. Mais je pense qu'ils avaient leurs croyances. Est-ce qu'ils étaient venus du ciel? Pourquoi pas? Mais tu sais, je te parlais des textes parce que j'avais reçu ici, il y a 2 ans, Mauro Biglino, que tu connais sûrement de nom, ou peut-être l'as-tu déjà interviewé, qui lui a traduit des textes sacrés pour le compte du Vatican et qui a quitté ce Vatican en disant, et lorsqu'il était venu ici, il dit j'ai quitté le Vatican parce que ce que je lisais dans les textes qu'on me demandait à traduire étaient presque plus des textes ufologiques que des textes bibliques. Là encore, étonnant que dans ces textes anciens, on parle toujours de cette... Déjà, ce qui est assez drôle quand même, c'est qu'on a toujours mis Dieu dans le ciel. C'est-à-dire que déjà, tu te dis pourquoi l'homme a mis sa supra-conscience ou l'être suprême dans le ciel. Donc ça, c'est aussi étonnant. Et c'est là aussi où ça interpelle peut-être que... Parce que qu'est-ce qui s'est imposé? Moi, je dis toujours, qu'est-ce qui s'est imposé? Est-ce que l'homme a imposé la spiritualité ou est-ce que la spiritualité s'est imposée à l'homme? Si c'est l'homme qui a fabriqué la spiritualité, il l'a mis où il le mettait où il voulait. Mais il aurait pu le mettre aussi sur la terre, Dieu, ou à l'intérieur de la terre. Là, il l'a mis dans le ciel. Ou est-ce que finalement, ce sont pas ces dieux venus d'ailleurs qui a façonné ce qu'on appelle la divinité aujourd'hui, l'être spirituel? Voilà, vaste question. Je suis pas un spécialiste en la matière. Je sais pas encore. Encore une fois, il y a plein de civilisations qui ne croient pas forcément à des histoires de choses qui viennent du ciel, hein. Il y a des rochers, il y a des souterrains, des caves, enfin des caves, des grottes ou des choses comme ça qui sont vénérées par des peuples où il y a des entités magiques et qui ont éventuellement donné la vie ou qui ont apporté des animaux ou qui voilà. Là encore, il y avait des offrandes, hein. D'ailleurs, chez les Mayas, on offrait beaucoup de choses à des choses qui étaient plutôt souterraines aussi, hein. Donc tout ne vient pas forcément du ciel dans toutes les civilisations. Le ciel fascine parce que encore une fois, c'est quelque chose effectivement qui, quand on le regarde, est quand même énigmatique, hein. Quand on voit ces milliards d'étoiles, d'ailleurs en fait on peut en percevoir que 1800 ou 2000, je crois, à l'œil nu, mais en tout cas quand on voit ce spectacle, c'est hallucinant. Et évidemment qu'on se pose des questions. Et évidemment, quand on n'a pas les réponses, on invente des histoires qui vont plaire on va dire, au plus grand nombre. Et si en plus de ça, cette histoire permet de piloter des gens et d'obtenir un certain pouvoir, bon bah pourquoi pas? Si ça marche, ça a dû marcher au départ. Il n'y a pas de raison que ça marche pas encore aujourd'hui. Donc voilà. Mais une fois qu'on explique tout ça, alors effectivement aujourd'hui, comme on sait qu'il y a probablement des milliards de planètes habitables, dont peut-être quelques milliards ont déjà été habités et quelques milliards sont peut-être encore habités aujourd'hui. Là, pour le coup, nous, effectivement, avec raisonnement, on se dit, est-il possible qu'une civilisation qui se soit développée il y a 1 million d'années ait pu nous coloniser ou en tout cas égrener sur Terre pour pouvoir donner ce qu'on appelle l'être humain aujourd'hui? Bon, alors, scientifiquement aujourd'hui, c'est assez mal barré quand même parce que on a quand même toute une suite, hein, on a beaucoup de traces de fossiles et de choses. Il y a un truc, je crois, qu'on n'a pas exactement, c'est le lien entre notre dernier ancêtre et nous. C'est-à-dire qu'il y a un petit décalage. Là, on comprend pas comment ça s'est fait. Bon, on voit bien qu'il y a une petite manipulation, qu'il y a eu quelque chose. Je dis une manipulation, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on est devenu l'homme d'aujourd'hui. Bon, croire que nous sommes issus des extraterrestres, pourquoi pas? Moi, j'irais encore plus loin. Si une civilisation avait 100 millions d'années d'avance sur nous, en imaginant que notre civilisation, elle a 12 000 ans, et encore, dans ces cas-là, elle aurait pu non seulement nous créer, mais créer notre monde et notre univers complet. C'est-à-dire que nous serions, nous, le fruit
comme dans Matrix, notre monde est imaginaire quelque part. Il a été créé par une civilisation qui s'est développée bien avant nous et qui, alors, entre guillemets, nous élève dans les deux sens du terme, dans le sens bestial du terme ou dans le sens spirituel. Ça sera intéressant. Ça fait partie des théories. Est-ce que certains philosophes, est-ce que certains religieux l'avaient compris dans ce sens-là? Pourquoi pas? Oui, effectivement. OVNI, paranormal, mystères archéologiques. En replay et podcast. BTLV. Explorez l'inconnu. Découvrez l'inattendu. Tu nous as apporté un autre document. Je voudrais qu'on regarde ce document. Et c'est une gravure et que tu m'en parles. Oui. Alors c'est la ville d'Hambourg qu'on voit représentée là, et ça c'est pas fait par n'importe qui, c'est fait par un astronome qui est vraiment quelqu'un qui est un spécialiste des comètes et qui s'appelle Stanislas Lubienecki. Et ce personnage-là a vraiment l'habitude d'observer le ciel et encore plus les comètes. Puis un jour, il va voir un truc bizarre, c'est-à-dire, alors il va le décrire, une espèce de demi-sphère assez lumineuse qui survole un petit peu la ville, qui va se scinder en deux, qui va remonter, et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment, le texte a été notamment étudié par Yanis Delianis, qui est un historien, et ça interroge beaucoup. C'est-à-dire, on se demande vraiment ce que peut être ce truc-là. Ça fait partie de la liste des choses très intrigantes, même si, alors sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et j'ai trouvé assez récemment quelqu'un qui avait démonté cette histoire-là en disant que c'était la Lune, que le type en question, donc Stanislas, spécialiste, astronome, quoi, avait confondu la Lune au-dessus de sa ville. Et là, je trouve ça très drôle, parce que bon, je veux bien qu'on trouve des explications logiques et rationnelles à plein de choses. Là, en l'occurrence, là où c'est totalement irrationnel, c'est de dire que c'était la Lune et que un spécialiste comme lui, comme Stanislas il a un nom absolument imprononçable, bref, comme Stan, ait pu confondre. Ça me paraît totalement délirant, quoi. En même temps, tu le sais, David, sur Internet, il y a des gens qui sont plus royalistes que le roi, et plus physiciens que les physiciens, et plus astrophysiciens que les astrophysiciens, ou plus chercheurs que les chercheurs. On va parler d'un cas qui est très très important. C'est la croix de Minier. Parce que alors ça, là, on revient à ce rapport entre l'ufologie et la religion. C'est un cas, moi, qui m'a toujours sidéré parce que, comment dire, c'était une visite, en fait, une visite à Montmartre, au Sacré-Cœur, et à gauche, quand on rentre dans le Sacré-Cœur, on voit une représentation sur un petit autel, c'est gravé dans le marbre, on voit une croix qui plane au-dessus de gens qui sont en prière, et il y a un petit texte qui raconte que en 1826, le 17 décembre précisément, eh bien, il y a une croix qui est apparue à 5 heures du soir, et voilà, on voit d'ailleurs sur l'église aujourd'hui ce qui est marqué. Alors j'avoue que cette histoire était très peu connue, voire quasiment inconnue de beaucoup de gens à l'époque, et je suis tout à fait fier d'avoir redécouvert cette histoire-là et d'être allé évidemment sur le terrain à plusieurs reprises pour enquêter, en me disant que c'était probablement encore une histoire religieuse. À cette époque-là, bon, voilà, on aimait bien avoir des apparitions de la Vierge, de tout un tas de choses. Or, quand on enquête là-dessus, et je suis allé assez loin dans les recherches, on se dit que non, le phénomène, c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même une croix de 40 mètres de long qui s'est amusée à rester fixe, sans bouger, au-dessus de la population de l'époque, qui en plus de ça était en train de planter une croix. Alors, c'est bizarre. Donc là, on se dit tout de suite, mais il devait y avoir un phénomène naturel, je sais pas, un espèce de halo, enfin quelque chose. En réalité, non, il y a rien eu de tout ça. C'était vraiment très net. La croix avait des bords extrêmement nets, comme métalliques, décrites comme avec une couleur argentine, c'est-à-dire argent un peu rosé. Et surtout, elle restait absolument figée. Elle était lumineuse. Et voilà. Alors on a parlé de plein de choses. Moi, j'ai acheté tout un tas d'archives que j'ai pu glaner comme ça sur Internet ou chez des spécialistes. Là, par exemple, c'est le premier rapport. C'est le premier rapport qui a été, alors c'est très fin, il y a très peu de choses, mais qui a été fait par le religieux de l'époque, c'est-à-dire l'évêque, je crois, je dis pas de bêtises, monseigneur l'évêque de Poitiers. L'évêque de Poitiers, eh bien, va faire un petit rapport en disant, parce qu'il n'y croit pas au départ, quand même, mais quand même, il va faire un rapport en disant non, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là-bas, et ça va faire parler la France entière, au point où on a encore aujourd'hui au Sacré-Cœur une représentation de cet événement qui a été totalement oublié. Moi, ce que je pense, c'est que il s'est passé là-bas en 1826, près de Poitiers, réellement, alors là, je vais peut-être passer pour un fou, mais je le dis après avoir fait un gros travail là-dessus, réellement, il est apparu dans le ciel quelque chose d'extraordinaire qui était en relation
avec la culture des gens de l'époque, c'est-à-dire ils érigeaient une croix. L'intelligence qui est arrivée a formé une croix, comme pour essayer de pas dialoguer, mais de faire un petit signe, parce que je pense qu'ils ignorent totalement, enfin, je dis ils, je ne sais pas qui c'est, mais que cette intelligence-là ignore totalement notre culture, mais ils ont fait un petit effet de miroir en se disant, bon, si on fait ça, est-ce qu'ils vont avoir peur, ils vont nous idolâtrer, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et à mon avis, ce truc-là, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, et à mon sens, il n'y a aucune explication logique, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de bidouillage, il y a rien du tout. Encore une fois, si vous êtes devant votre écran là, maintenant vous pouvez faire des recherches alors, sur internet, mais le mieux c'est d'aller quand même sur le terrain, dans les archives, et vous allez voir que clairement c'est vraiment un des cas français les plus énigmatiques que je connaisse. Mais on sait, quand on étudie ce phénomène, qu'il est assez polymorphe, c'est-à-dire qu'en fait, il prend souvent l'apparence de quelque chose que l'on connaît, qu'on est capable d'identifier. On en avait fait une émission ici avec Egon Kragel. On a des gens qui nous ont dit j'ai vu un fer à repasser, j'ai vu une machine à laver, j'ai vu un bateau. Voilà, donc à un moment donné, effectivement, soit ce phénomène a étudié ce que nous connaissions à cette époque-là et se disent, voilà, le truc qu'ils idolâtrent le plus, c'est la croix, etc. Donc on va se représenter comme ça pour pas les effrayer. Ou soit une autre époque, c'est pour les bateaux, soit le fer à repasser, parce qu'en fait, voilà, ça ressemblait à quelque chose que les gens connaissaient. Enfin, voilà. Donc c'est toujours intéressant. On a la sensation qu'il y a il y a un effort de la part de ces intelligences, hein, si tant est qu'elles le soient, mais dans tous les cas, si elles viennent jusqu'à chez nous, c'est que ça doit un peu travailler là-haut. Et si elles ont les possibilités de venir jusqu'à chez nous, c'est que ça doit travailler. Et donc, comme s'il y avait une volonté de demander, regardez, on est là et on nous effraie pas, parce que imagine demain ces intelligences sont des reptiliens avec des tentacules partout, etc., et qu'elles apparaissent comme ça, on risque d'avoir peur. Le fait de prendre dans cette croix de Minier finalement l'apparence de quelque chose que le public et les Français connaissaient déjà, ça leur a peut-être permis de se montrer ou d'expliquer qu'ils étaient là sans effrayer la population. Ouais, c'est ça, c'est prendre une apparence magique en essayant d'avoir des références dans la culture de l'autre. C'est-à-dire se dire, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Parce que s'ils sont extrêmement différents, encore je dis ils, je ne définis pas ce ils, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais s'ils sont extrêmement différents, ils vont prendre une apparence qui... nous semble à nous déjà magique. Alors l'apparition d'une vierge, d'ailleurs on voit souvent les apparitions de la Vierge au départ, elles sont informes, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ressemble à une dame lumineuse, mais elle a rien de très spécifique. Et puis petit à petit, elle va être habillée, elle va avoir un voile, elle va avoir un rosaire, elle va avoir tout un tas de choses. On voit bien que ça s'adapte quelque part, c'est assez rigolo, quoi. Mais en même temps, ça va pas chercher à dialoguer avec nous, ça va, sauf pour les histoires de la Vierge, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, sur cette histoire de croix, non, ça va pas chercher à dialoguer. On dirait que c'est juste là pour soit nous faire un signe, soit nous étudier, mais c'est compliqué. J'ai pas d'image comme ça où si on allait voir un petit enfant et qu'on était nous dotés de pouvoirs extraordinaires, est-ce qu'on s'amuserait tout de suite à lui montrer les pouvoirs incroyables qu'on a, parce que s'il voit ça et qu'il est incapable de le refaire toute sa vie, ça va le travailler toute sa vie. Il va essayer toute sa vie de faire ce on est capable de faire. Mais lui n'y arrivera jamais et ça va foutre sa vie en l'air quelque part. Est-ce que c'est pas ça finalement le truc? C'est qu'ils se disent bon, on peut faire un petit truc comme ça pour voir comment ça réagit, voir à peu près à quel niveau ils ont de tolérance au niveau de la magie qu'on a nous. Et puis après, on peut aller essayer d'aller un petit peu plus loin pour voir s'ils ont évolué et si possiblement ils ont peut-être compris que leur monde n'était pas vraiment réel. C'est peut-être ça la clé d'ailleurs. Est-ce que notre monde n'est pas extrêmement réel au point où on puisse en douter au bout d'un moment et que eux sont là pour nous dire bon, vous voyez, ça vous paraît pas réel, mais parce qu'en fait c'est votre monde qui est pas réel. Le jour où vous aurez compris ça, on pourra peut-être éventuellement discuter. BTLV présente Les Rencontres du Mystère et de l'Inexpliqué, 11e édition. Les 16 et 17 avril 2026, retrouvez les plus grands spécialistes du paranormal sur la scène du Forum 104 à Paris. Maxence Layet, OVNI, l'hypothèse extraterrestre. Patricia Serin, à la découverte des enfants indigos. Geoffrey Clostrio, les artefacts de l'impossible. Jean-Patrick Pourtal, les grandes histoires du sacré. L'équipe du Crêpe, à la poursuite des fantômes. François Garigeau, OVNI,
OVNI, des affaires étrangères. Braji Belovac, le mystère du dogman. Agnès Thévenin, les enfants des étoiles. Egon Kragel, OVNI, de mystérieuses machines volantes. Patrick Sbalquiero, les grands mystiques du monde. Les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 11, les 16 et 17 avril. 10 conférences exceptionnelles pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. Séance-là où ce dossier est fascinant parce qu'on a aussi l'impression qu'au fil du temps, on le sait, les apparitions d'engins ont évolué, les formes de ces engins ont évolué comme si ça suivait un peu notre savoir, notre connaissance. Alors, est-ce que la presse s'est intéressée à ces ovnis du passé et en tout temps, est-ce que la presse a relayé? Tu nous as apporté 2 articles, dont un qui est tiré d'un journal qui s'appelle Le Matin et j'aimerais là aussi que tu nous en parles. Alors on va le voir cet article parce que c'est vrai que la presse à partir du 19e mais même avant, les canards au Moyen-Âge déjà ou à la Renaissance en parlaient déjà. Donc ça c'est l'histoire de Cherbourg. Je vais la lire en tout cas un extrait. Hier soir vers 8h, on a aperçu venant du large à une altitude qui ne peut être même approximativement déterminée une énorme boule lumineuse qui après avoir décrit une courbe au-dessus de la ville disparut vers 11h. Donc ça a duré quand même 3 heures dans la direction d'où elle était venue. Ça, c'est intéressant à noter. S'agit-il d'un ballon ou d'un phénomène météorologique, personne n'est à même, quant à présent, de résoudre la question. Déjà la nuit précédente, il avait été signalé et hier, le vice-amiral préfet maritime avait fait fonctionner les projecteurs électriques de la digue, mais leurs rayons n'étaient pas d'une intensité suffisante et ces tentatives ne donnaient aucun résultat. Bref, il parle d'illusion d'optique, il parle de visiteurs mystérieux, déjà à l'époque. C'est super intéressant en fait. Bien sûr qu'on voyait des choses bizarres. Alors il y en a qui ont étudié ce dossier particulier et qui ont dit encore une fois c'était la Lune, ou non c'était Vénus, pardon, c'était Vénus. Donc Vénus qui se levait et puis qui par le biais de couches de brume, etc. paraissait énorme, très lumineuse et ainsi de suite. Bon, sauf que là quand même dans l'article totalement idiot, et ils disent quand même que le phénomène est arrivé. Et puis est reparti du même sens. C'est-à-dire, j'ai jamais vu Vénus se lever et repartir se coucher. Ça me paraît complètement dingue. Alors, où le journaliste a pété un fusible à l'époque, où sont les interprétations d'aujourd'hui, qui me semblent assez douteuses. En tout cas, il y a plein d'articles, en fait. On peut en trouver énormément. J'en ai fait dans un bouquin qui s'appelle Archives mystérieuses archives. Qui est là, je fais un petit peu ma pub au passage. Il y en a tellement en fait. Alors je les ai traités évidemment ces cas, certains avec beaucoup de détails, puis d'autres plus légèrement, tout simplement parce qu'il y en a énormément. Je vais vous lire un truc qui est quand même assez hallucinant, qui s'appelle La main de Dieu. C'est un truc de fou. C'est paru en juillet 1888 dans un bouquin dans un journal qui s'appelle L'Indépendant de Mascara. Écoutez bien parce que vous allez reconnaître Stranger Things. Vous qui avez vu la série, je vous garantis, c'est vraiment ça. Alors, la petite ville de Findlay, dans l'Ohio, est depuis la semaine dernière dans un état de surexcitation impossible à décrire, par suite d'un phénomène qui se serait produit le 22 du mois dernier. Donc, on est au mois de juillet, je crois, ouais. À 11h du soir, et dont l'authenticité est attestée par de très nombreuses personnes, dont la véracité ne saurait, paraît-il, être mise en doute. Un peu avant l'heure indiquée, des lueurs d'un rouge sinistre auraient été vues à divers intervalles dans le ciel du côté de la ville. Lorsqu'à 11h précises, ces lueurs se sont concentrées et ont pris la forme d'une main gigantesque, parfaitement dessinée, avec l'index dirigé du côté de la ville. Mais le plus curieux de cette apparition, c'est qu'outre les contours de la main, on pouvait distinguer nettement toutes les veines d'un rouge plus foncé et voir le mouvement pulsatif du sang qui, arrivé aux extrémités des doigts, semblait tomber en grosses gouttes qui allaient se perdre ensuite dans l'obscurité de l'horizon. Vous imaginez ça, Stranger Things n'a rien inventé, cette espèce de poulpe, une espèce de grande main humaine avec des veines et du sang qui en sort. C'est exactement ça. Ça a été écrit en 1888. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir à l'époque? Alors là, bonne question. Le problème, c'est que j'ai fait des recherches. Il y a un journal qui en parle. Si c'était aussi énorme que ça, je pense que plusieurs journaux en auraient parlé. Autre article, celui du Temps. Là aussi, que tu nous as donné, qu'on va peut-être commenter. Ah oui, alors là, parce que c'est intéressant, parce qu'il parle d'un disque très brillant. Et ça, moi, je trouve ça assez génial. C'était en janvier 1884, le 13 janvier. En fait, on parle d'un disque brillant. Je ne vais pas vous le relire complètement. Le texte est assez, trouvable
dans les archives sur Gallica, je crois. Donc c'est le magazine Le Temps, daté de janvier 1884 exactement. Donc on parlait en fait d'une comète au départ. C'est-à-dire on parle de la lumière, de la tête de la comète et de la chevelure qui semblait s'être concentrée dans un disque parfaitement circulaire, ayant un diamètre de 34 secondes. Je vous laisserai convertir tout ça environ, et dans une sorte d'auréole qui lui était concentrique d'un diamètre de près de 12 minutes. Le disque était très brillant. Il avait des bords si nets qu'on aurait cru voir une planète. C'est là aussi intéressant parce que ça correspond assez bien aux descriptions qui se feront bien plus tard, hein, c'est-à-dire à partir des années 40, surtout 50, avec cette histoire de soucoupe volante métallique. Là, on a vraiment l'impression, hein, c'est d'ailleurs plus qu'une impression, c'est une description d'un disque brillant avec des bords très nets qui se promènent dans le ciel. C'est assez surprenant. Alors là, pareil, on n'a pas d'explication totalement rationnelle. Mais c'est ça qui est intéressant dans le travail des archives, c'est d'aller trouver ces textes-là sans se dire c'est des ovnis, mais en se disant bon, comment on peut l'expliquer d'abord avec l'arsenal qu'on a d'explications aujourd'hui, et puis une fois qu'on a tout épuisé, se dire mais qu'est-ce qu'ils ont pu voir quoi. Et la preuve ultime, c'est ça qui est dommage, parce que je disais qu'on l'a cherché dans le documentaire qu'on a réalisé, on l'a pas, et pourtant ce genre de texte pourrait le laisser croire. C'est-à-dire, on se dit, bon, il n'y a aucune explication, il y a eu plusieurs journalistes qui en ont parlé, de très nombreux témoins, plusieurs centaines de personnes, ça pourrait être la preuve. Mais non, on n'a pas la preuve ultime, c'est bien dommage. Mais on s'approche quand même de quelque chose qui apparaît dans le ciel et qui n'est pas explicable. On n'a pas la preuve ultime, mais on la cherche et tu t'approches de cette preuve par toutes ces archives que tu es allé glaner ici ou là. Merci David d'avoir été avec nous pour évoquer ce matin ou ce soir, ça dépend de quel côté de la planète vous nous regardez, ces ovnis du passé. On est toujours très heureux de t'avoir. Alors, tu as une actualité un peu compliquée puisque tu avais mis en place quelques soirées assez incroyables à ton presbytère et là avec la Covid c'est un peu mis sur le côté, hein, c'est ça? Ouais, c'est dommage parce que c'est dommage. On veut empoisonner personne et on veut pas te rendre malade qui que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui me tient à cœur parce que c'est un lieu presque surnaturel puisqu'on est hors du temps et que on partage justement dans cet endroit-là en petit comité. Parce que j'aime pas du tout l'effet Disneyland où on se retrouve à 200 ou à 300 d'ailleurs à pas parler mais à écouter. Alors que là en fait on parle certes, mais on s'écoute aussi, on échange beaucoup. Donc c'est un endroit, on a l'impression d'être en 1905, dans un endroit qui est quand même chargé d'histoire, hein, parce que c'est quand même un ancien presbytère où il y a eu beaucoup évidemment de prêtres qui ont pu échanger spirituellement sur plein de choses. Là on fait la même chose en petit comité dans un endroit qui est vraiment encore une fois hors du temps, que je garde secret, je ne dévoile pas le lieu où se trouve ce presbytère. Mais oui, je regrette énormément que ça se fasse plus. J'espère que ça va reprendre assez vite et qu'on pourra se retrouver là-bas. Et puis à l'occasion, Bob, je serais ravi de t'avoir là-bas pour une émission un peu spéciale sur le thème qui sera en relation éventuellement avec cet endroit qui a été longtemps spirituel, on va dire. T'inquiète pas, c'est prévu, parce qu'on en a parlé même avec Jocelyn F. Keller. Il me dit, ce serait bien qu'on aille faire une émission au presbytère de David Gallet. C'est prévu. Une fois que toute cette mauvaise aventure, cette mauvaise histoire que nous vivons actuellement sera passée, il est bien évident qu'on viendra t'y retrouver. Merci David, à très bientôt. Croisons les doigts pour la suite des événements. Et puis, on aura l'occasion de se revoir pour évoquer une nouvelle fois, j'en suis sûr, les ovnis du passé ou bien d'autres sujets mystérieux que tu abordes avec autant de professionnalisme qu'on peut le faire. Salut, ciao. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe? On est là dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique où tout se prête à enflammer l'imagination des visiteurs. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que voilà, ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe. L'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même deux choses vraiment importantes. Ça veut dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas.
et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.